Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici la vitrine. Les choses semblent mal tourner pour Modeste Bahati et son parti politique. Le patron de la territoriale, Maître Jacques Chabani, a décidé de surseoir à la validation des résolutions issues du 4e congrès ordinaire de cette formation politique. En conséquence, le patron de la territoriale se voit mal positionné pour donner une suite favorable à la demande. Le dossier est renvoyé pour examen approfondi au secrétariat général aux relations avec les partis politiques, une instance compétente en la matière. Une partie de la commune de Makala a été mouvementée ce jeudi suite à une altercation qui a eu entre certains éléments des forces de l'ordre et deux motocyclistes. Un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo à mission d'escorte a ouvert les feux sur deux motocyclistes. L'un a succombé sur place et l'autre a été évacué immédiatement à l'hôpital. Une situation qui a suscité la colère de la population qui a incendié les véhicules du militaire impliqué. Et au-delà de nos frontières, Denis Sassou Nguesso va devoir diriger encore le Congo-Brazzaville pour une durée de 5 ans. Il a été investi ce jeudi par la Cour constitutionnelle de son pays. Plusieurs présidents du monde, y compris le président de la République, ont été présents lors de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition du journal. Très heureux encore de vous retrouver pour vous informer en direct de la capitale congolaise. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Un petit tour dans les lois là-bas. Retenez que lors du congrès extraordinaire du parti politique FIDEC, de la gouverneure Fifi Masuka, la chef de l'exécutif provincial, a réaffirmé son attachement à la vision du président de la République. Faisons les points avec la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Des milliers de cadres, militants et sympathisants du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne ont rempli la salle du chapiteau de Kolwezi mercredi 15 avril 2026 pour l'ouverture du congrès national extraordinaire du parti, un rendez-vous de la 5e force de l'Union sacrée de la nation. C'est Roy Kaumba Mayonde Philippe qui a ouvert les travaux en présentant les différentes délégations venues des 26 provinces du pays et celles de la diaspora. Les mots de bienvenue ont ensuite été prononcés par le président fédéral FIDEC Kolwezi, Thierry Mujinga Sambumba. À la tribune, le président fédéral du Kasaï oriental a pris la parole au nom de tous les fédéraux. Il a passé en revue les défis auxquels font face les fédérations à travers la République. Deux interventions très attendues ont suivi. D'abord celle de la secrétaire générale du parti, Gina Machala, et du président Aïd Demopassa. Tous deux ont appelé à la célérité et sagesse durant ces congrès pour améliorer les perspectives et les engagements politiques de cette formation politique de l'Union sacrée de la nation, cher au président Tshisekedi. L'autorité morale du FIDEC, Fifi Masuka Saini, a appelé à l'unité, à la cohésion et au sérieux durant ces travaux de 3 jours qui doivent, je cite, tracer et redéfinir la marche de ce grand parti politique et son avenir. Elle a réitéré son soutien à la stabilité des institutions prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa loyauté à la vision de l'autorité suprême du pays. Il doit apparaître aux yeux de l'opinion comme un parti structuré, crédible, discipliné et tourné vers l'intérêt général. Je tiens aussi à rappeler que notre engagement s'inscrit dans le respect de la République, de ses institutions et de la vision du chef de l'État. Débuté mercredi 15 avril, le congrès national du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne prendra fin le 17 avril 2026, non loin du magnifique échangeur routier de Kolwezi. Je l'ai mentionné au sommaire de cette édition du journal. Les patrons de la territoriale, Maître Jacques Chabani, a décidé de surseoir à la validation des résolutions issues du 4e congrès ordinaire de la FDC. La décision est contenue dans une correspondance officielle datée du 13 avril 2026 adressée à Kinshasa. Dans ces documents administratifs, le ministère indique avoir accusé réception de la lettre du secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo portant sur la transmission des résolutions notariées issues du congrès du parti. Toutefois, il précise qu'une opposition formelle a été enregistrée contre la validation du dit congrès. En conséquence,
le ministre de l'Intérieur annonce qu'il ne pourra pas donner suite à la demande de validation dans l'immédiat. Le dossier est renvoyé à un examen approfondi par le secrétariat général aux résolutions avec les partis politiques, l'instance compétente en la matière. Les documents officiels invitent par ailleurs les responsables de l'AFDC à se représenter auprès de ces services pour une séance de travail afin d'éclairer les zones d'ombre entourant bien sûr la procédure. Cette décision qui intervient dans un contexte politique déjà tendu et souligne le rôle central du ministère de l'Intérieur dans la régulation et le suivi des activités des partis politiques sur l'ensemble du territoire national. De l'autre côté, il faut le retenir devant un partenaire des journalistes. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, a salué l'élection du sénateur Gilles Lodi Emongo au poste de gouverneur du Sankourou et a rappelé l'attention particulière du président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette province de Patrice Emery Lumumba. C'est un commentaire de Nadine Mayombe et Romblé Bamba. Devant la presse, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a livré un message fort sur la situation politique au Sankourou. André Mbata a d'abord salué l'élection du sénateur Lodi Emongo Jules avant de rappeler l'attention particulière du président Félix Tshisekedi pour cette province chère à Patrice Emery Lumumba. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ne s'exprime pas par 3, 4 ou même pas 2 voix. Il s'exprime par le canal du secrétaire permanent. La province de Patrice Emery Lumumba ne peut pas être une province de traîtres. La province de Patrice Emery Lumumba ne peut pas être une province de corrompus. La province de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, ne peut pas être une province de tièdes. Elle ne peut être qu'une province de nationalistes. Et aujourd'hui, le digne successeur de Patrice Emery Lumumba, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour André Mbata, le chef de l'État est déterminé à faire du Sankourou l'une des provinces le mieux représentée au gouvernement avec plusieurs vice-premiers ministres. Il a appelé les uns et les autres à tourner la page de blocage du passé et à s'élancer dans l'optique de la reconstruction. Interrogé sur la motion de défiance contre le VPM de l'Intérieur, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a rappelé que la démocratie exige la discipline dans les familles politiques. Une occasion pour lui de lancer un appel à la population afin qu'elle accompagne le nouveau chef de l'exécutif provincial nouvellement élu afin de soutenir les institutions et privilégier la paix. Nous avons quand même demandé à nos amis que ce n'était pas cela le bon côté de l'histoire. Nous sommes en démocratie, mais il y a partout dans le monde, il y a des familles politiques. Et est-ce qu'il n'y a pas de démocratie? Est-ce que c'est cela? Mais regardez même en France. Vous ne verrez pas un député de Renaissance, la plateforme qui soutient Macron, le président Macron, en train de faire une motion de défiance ou de censure contre le gouvernement de Macron lui-même. Non. Avec les élections sénatoriales et provinciales passées, les acteurs politiques du Sankourou veulent désormais se concentrer sur la reconstruction et le désenclavement de la province. Les projets d'infrastructure liés au désenclavement figurent parmi les priorités du nouveau chef de l'exécutif provincial. Nous quittons la capitale congolaise pour vous dire que le VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita a participé mardi 15 avril 2026 à Paris à la première réunion plénière du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée, coprésidé par la France et les Gabon. L'objectif a été celui de renforcer la collaboration entre les États africains et européens pour sécuriser les espaces maritimes du Golfe de Guinée dans une perspective de paix et de stabilité. Une fois de plus, Nadine Mayombe, mais dans un commentaire d'Esther Yamoumé. Dans une démarche de redynamiser la force navale des FARDC et de consolider la position géostratégique de la RDC dans le trafic maritime en Afrique centrale, les VPM de défense nationale et anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a participé à la première réunion plénière du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée qui se tient à Paris, coprésidé par la France et les Gabon.
Dans son allocution, le numéro 1 de la Défense nationale congolaise a présenté 3 axes prioritaires de coopération susceptibles de renforcer l'efficacité des missions de sûreté et de sécurité maritime. La République démocratique du Congo identifie 3 axes prioritaires de coopération. Le renforcement de la coopération institutionnelle à travers la mise en place d'une liaison permanente entre la République démocratique du Congo et la coordination du G7++, afin de favoriser notre participation régulière aux activités, échanges d'informations et mécanismes de concertation. Une assistance technique en faveur de l'opérationnalisation de la zone A du CRESMAC afin de rendre pleinement effectifs les mécanismes de coopération tels que prévus par l'architecture de Yaoundé. Ces assises de 2 jours organisées en panel ont pour objectif d'évaluer les enjeux trafic maritime importants dans ces zones, analyser les défis persistants en matière de sécurité maritime, d'identifier les axes prioritaires d'action ainsi que les modalités par lesquelles le G7++ pourra à l'avenir soutenir plus efficacement l'architecture de Yaoundé et renforcer ses mécanismes opérationnels. Ces travaux seront sanctionnés par la validation d'une feuille de route qui fera objet d'une déclaration finale destinée à servir de cadre d'orientation pour l'année 2026 au bénéfice de l'architecture de Yaoundé et des États côtiers du Golfe Guinée. Des retours dans la capitale, je l'ai bien sûr mentionné dans les sommaires. Dans la commune de Makala, un militaire des forces armées de la République a ouvert le feu à bout portant sur 2 motocyclistes. L'un d'eux a été tué sur place, tandis que l'autre a été grièvement blessé. En réaction, les habitants en colère ont incendié les véhicules du militaire et érigé des barricades en brûlant des pneus. La situation avait bien sûr paralysé les activités dans cette partie de la capitale. Johnny Yombon fait les commentaires. Cette scène choquante a secoué l'opinion publique et a tissé la colère des habitants ce matin sur la route Elengesa entre les communes Bumbu et Makala. D'après les informations recueillies sur le terrain, un militaire de FARDC en mission d'escorte a ouvert le feu sur les 2 motocyclistes. Le bilan est lourd, l'un des motocyclistes a succombé sur place, tandis que l'autre, grièvement blessé à la tête, a été évacué en urgence vers l'hôpital Kimbuta, situé dans la commune de Ngiringiri. Cet acte a provoqué une vive tension au sein de la population. Rapidement, des habitants en colère sont descendus dans la rue. Certains ont incendié le véhicule du militaire impliqué, tandis que d'autres ont érigé des barricades, paralysant totalement la circulation. Des pneus ont été brûlés et des détonations d'armes à feu ont été entendues, accentuant le climat de panique. Il convient de noter que la police est intervenue pour tenter de contenir la foule, mais sans succès. Selon plusieurs témoins, le militaire mis en cause aurait pris la fuite après le fait. Cet incendie survient dans un contexte déjà marqué par l'insécurité persistante dans le pays, ravivant les inquiétudes face à des hommes en uniforme accusant d'un usage excessif de la force. Alors nous quittons la capitale, nous nous dirigeons encore au Lolaba. La construction du pont des Lobito a été au cœur d'une séance de travail entre la gouverneure de la province précitée et une délégation venue de Kinshasa constituée des femmes de la Fédération des entreprises du Congo. Faisons les points avec la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Une fois de plus. La conférence sur les avantages de la construction du pont de Lobito a fait l'objet d'une séance de travail entre la gouverneure du Lualaba et une délégation venue de Kinshasa, constituée de femmes de la Fédération des entreprises du Congo FEC, conduite par la vice-présidente de la commission de femmes entrepreneurs de la FEC, en charge de la commission du commerce extérieur, de l'intégration régionale et de la ZLECAF, Aline Kimputu Kabala. Cette délégation a tenu à rencontrer la chef de l'exécutif provincial, considérée comme le moteur de cet événement grâce à son leadership éclairé et avisé dans la gestion de la province pilote de la République démocratique du Congo. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka dans son bureau pour parler d'une grande activité que la Fédération des entreprises est en train d'organiser très prochainement, le 16 et le 17 avril. Qui tourne autour du corridor de Lobito. L'objectif est de faire connaître aux gens toutes les opportunités que renferme ce corridor de Lobito. D'où l'importance de rencontrer la gouverneure qui est notre hôte. C'est elle qui nous reçoit, c'est elle la vitrine et le visage
de la province. Ébloui par le prouesse réalisé par la gouverneure Masuka, la délégation n'a pas caché sa satisfaction au regard du développement de la province, notamment la construction du nouveau aéroport international de Kolwezi. Agréablement surprise, on a évoqué le sujet tout à l'heure avec la gouverneure. Ma première impression quand je suis arrivée, j'ai vu que la ville était propre et en construction. C'est des choses qu'il faut faire valoir, il faut en parler et il faut applaudir. Pour Aline Kimputu, cette conférence est financée par le Pays-Bas avec l'appui du gouvernement provincial du Lualaba. Plusieurs délégations sont également attendues dans les heures qui suivent. Et ce jeudi 16 avril 2026, l'équipe composée des huissiers fiscaux de la ville-province de Kinshasa ainsi que ceux du parquet ont procédé au scellage de l'entreprise de la compagnie Midema. Et cette opération de scellage s'inscrit dans l'optique d'appliquer sans faille la loi en matière fiscale, mais aussi pousser les assujettis à la culture fiscale. La DGRK promet ainsi de poursuivre celle-ci pour des entreprises qui ne vont pas se conformer à la loi. Faisons les points avec Bosco Kabamba et Jérôme Lozolo. Sur instruction du chargé de mission auprès de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Gérard Kajakamboa, les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la capitale et ceux du parquet ont procédé ce jeudi 16 avril au scellage de la société Midema, située dans la commune de Lagombe. L'entreprise qui fournit la farine essentielle à la fabrication du pain et autres produits pâtissiers persiste dans l'insolvabilité. Conséquence, la minoterie de Matadi a été scellée une nouvelle fois pour non-paiement de taxes, droits et redevances dus à la ville de Kinshasa. Une fois en ordre avec la Direction générale de recettes de Kinshasa, l'entreprise Midema sera décellée conformément à la loi. Signalons que l'opération de scellage lancée il y a quelques mois vise à poursuivre les irréguliers en paiement afin de maximiser les recettes au profit de la ville de Kinshasa afin de donner au gouvernement provincial le moyen de sa politique. Cette opération s'inscrit également dans la lutte contre l'incivisme fiscal. Pour ce faire, le patron de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, Gérard Kajakamboa, invite les assujettis non en règle à s'acquitter de leurs devoirs civiques et obligations fiscales pour éviter tout désagrément. Et en République démocratique du Congo, l'esclavage des enfants demeure une réalité préoccupante, particulièrement dans des zones minières où des mineurs sont exposés au travail forcé et à des graves risques. En cette journée mondiale du 16 avril 2026, la protection de l'enfant s'impose plus que jamais comme une urgence nationale. Faisons le point avec Esther Mbombo et Chrétien Gaïmé. À l'occasion de la journée mondiale contre l'esclavage des enfants célébrée chaque 16 avril, la situation de mineurs victimes d'exploitation remet en lumière une réalité encore préoccupante en République démocratique du Congo. Derrière les discours des protections de l'enfance, de nombreux d'entre eux continuent d'être privés de leurs droits fondamentaux, contraints au travail précoce dans des conditions souvent inhumaines. Intervenant sur cette question, Joseph Kaembe, président du conseil d'administration de la Lisadel et ambassadeur pour la masculinité positive pour la RDC, a rappelé que l'esclavagisme des enfants se manifeste par toute forme d'exploitation où un mineur est utilisé comme une main-d'œuvre, privé d'école, exposé aux violences et privé de la liberté. L'esclavagisme des enfants, c'est le fait que on utilise les enfants pour exercer soit le travail ou faire les choses qui ne répondent pas à leur âge. L'utilisation des enfants pour transporter les charges qui ne répondent pas à leur âge. C'est l'esclavagisme. En RDC, ces phénomènes restent particulièrement visibles dans certaines zones minières. La pauvreté, l'absence d'encadrement familial, la recherche des revenus et l'insuffisance des contrôles favorisent la présence d'enfants sur les sites d'extraction. Le fait que le parent, pour la plupart, à l'époque, ils n'avaient pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école et les enfants étaient exclus du système éducatif et beaucoup d'enfants se sont adonnés aux travaux de mines. Et ils ont pris l'habitude d'avoir de l'argent facile. Ça fait qu'aujourd'hui, bien qu'il y a la gratuité, et les enfants continuent à aller dans les mines
parce qu'il y a le gain facile. Les conséquences sont lourdes. On y note l'abandon scolaire, traumatisme physique et psychologique, exposition aux accidents, cycle de pauvreté prolongé et vulnérabilité accrue face aux abus. Un enfant exploité aujourd'hui risque de devenir un adulte fragilisé demain sans qualification ni repère solide. Et faisons un petit point dans la culture. Chaque 16 avril, le monde célèbre la journée de la voix. Initiée pour la première fois, nous sommes au Brésil, c'était en 1999. Cette journée est dédiée aux professionnels et aux éducateurs de la voix à travers les globes. En République démocratique du Congo, cette célébration revêt une importance capitale portée par de nombreuses professions qui utilisent la voix comme principal instrument du travail. Pour Clarisse Cessa, formatrice et CEO des labels Oravox, une organisation spécialisée dans le métier de la voix. Ce secteur est extrêmement vaste à l'échelle mondiale et constitue un véritable gagne-pain. Hamzat Nkongolo et Chrétien Gaïmé. Merci beaucoup, c'est très pertinent. Certes, plusieurs gagnent leur vie autrement sans utiliser la voix, mais laissez-moi vous dire que la voix aujourd'hui fait partie de notre vécu quotidien. Les professeurs enseignent tous les jours. On a ceux qui parlent tous les jours, par exemple les avocats. On a ceux qui enseignent via les médias tous les jours. On a des journalistes, on a des animateurs radio. C'est un secteur assez vaste qui fait vraiment gagner de l'argent et partout d'ailleurs, pas seulement en RDC. Malheureusement, je pense, beaucoup utilisent cette voie différemment et négativement. On n'utilise pas la voix pour avoir des tapotés, les j'aime, sans éduquer. Si on utilise bien sa voix, on gagne bien sa vie. Gagner sa vie ne veut pas dire gagner $3000 à la fin du mois. Non, je peux percevoir aujourd'hui $100 parce que j'utilise ma voix pour une communication, parce que j'utilise ma voix pour guider quelqu'un au téléphone, parce que j'utilise ma voix dans un avion pour montrer la conduite à tenir par exemple. Donc si on utilise bien la voix, on gagne bien sa vie. Je reçois ceux qui ont peur de parler devant les gens. Il faut les aider. Je reçois ceux qui bégayent, ceux qui ont des handicaps comme ça. Je les aide. Je ne forme pas pour que la personne puisse se dire « Waouh, on m'a formé, c'est bon, je reste à la maison ». Non. Je forme pour que la personne puisse occuper une place dans cette société. Je ne suis pas devenue experte en un jour. Ça demande du temps, il faut avoir de la patience, il faut aimer ce qu'on fait, il faut travailler, il faut savoir les exigences de savoir, il faut s'exercer, il faut avoir des modèles et savoir ce qu'on veut, qui on veut devenir et travailler dessus. Page sportive, à présent, des scènes totalement inimaginables ont été constatées mercredi 15 avril 2026. 4 clubs du championnat d'élite de la République démocratique du Congo ont totalement brillé par leurs absences sans raison sur l'air de jeu lors des matchs de la dernière journée du championnat national. Faisons les points avec Dano Makusu. C'est une histoire inexplicable dans le secteur sportif congolais. Le forfait s'enchaîne de part et d'autre suite aux absences injustifiées de clubs. De Lubumbashi à Kindu, en passant par Kananga, la fin de phase classique vire au chaos. Le CS Don Bosco a remporté sur tapis vert son match face au FC Saint-Éloi Lupopo, absent sans explication officielle au stade tout-puissant Manzembe pour sa dernière rencontre de la phase classique. Mais jusque-là, aucune communication de club n'a été annoncée. Certaines sources lient ces faits à des arriérés de salaire sans aucune confirmation officielle. En même temps, au stade Kibasa Maliba, l'AS New Soger s'est présenté avec seulement 5 joueurs face au tout-puissant Mazembe. Une situation incompatible avec le règlement qui impose un minimum de 6 joueurs pour débuter une rencontre. Sur ces, un forfait a été accordé. Selon une source proche du club, l'effectif aurait été réduit après la libération de plusieurs joueurs, ne laissant que 7 éléments disponibles. Une situation critique pour New Soger, contraint de gagner pour espérer se maintenir. Finalement, le club vert et blanc a obtenu son maintien dans le bureau. Suite à un recours introduit contre l'AS Saint-Luc, New Soger a récupéré une victoire sur tapis vert, une décision rendue ces jours par la Linafoot qui lui permet de sauver sa place en Ligue 1.
Une ici qui entraîne la relégation de l'US Chikunku. Le chaos ne s'arrête pas là. À Kananga, Blessing FC, déjà maintenu, ne s'est pas déplacé pour affronter l'AS Malolé. Une absence qui offre aux locaux une victoire sur tapis vert, synonyme de maintien en Ligue 1. Même scénario à Kindu, où l'AS Rangers a brillé par son absence face à l'AS Dauphin Noir. Le club de Goma récupère le point et se retrouve provisoirement en position de qualification pour le play-off. 4 matchs, plusieurs forfaits, des absences en série, cette journée laisse une impression de désordre généralisé et relance des interrogations sur la gestion du club et l'organisation du championnat. Et au-delà de nos frontières, je l'ai fait mention au sommet réélu à la tête du pays avec 94,90% de suffrages exprimés. Le président Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture, a prononcé ce 16 avril 2026 au stade de la Concorde de Kintélé, devant plus d'une dizaine de chefs d'État, a pris l'engagement de ne ménager aucun effort dans la prise en main et la gestion des principaux défis du développement de son pays. Des reportages avec Edouard Chama. Sous les yeux du monde entier et dans une atmosphère de grande ferveur républicaine, Brazzaville retient son souffle au cœur d'une organisation millimétrée. Ce ballet diplomatique sans précédent marque le point de départ d'une nouvelle ère pour le pays. Denis Sassou Nguesso a prêté serment devant la Cour suprême qu'il a par la suite installée dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans. Devant une assistance exceptionnelle réunissant le représentant de plus grande puissance mondiale des États-Unis de Donald Trump à la Chine de Xi Jinping et une vingtaine de chefs d'État africains, dont le président Félix Tshisekedi de la RDC, Sassou Nguesso. Seul son nouveau contrat de performance avec la nation, réélu à la tête du pays avec près de 95% de suffrages lors de l'élection présidentielle organisée en mars dernier, les désormais chefs d'État congolais âgés de 82 ans entament ainsi un nouveau mandat. Il a formulé toute sa reconnaissance aux filles et fils du Congo qui, dans une ferveur inédite et par une participation massive au scrutin de 12 et 15 mars dernier, lui ont renouvelé leur confiance. Selon lui, les Congolaises et les Congolais ont fait le choix de l'expérience, de la responsabilité, de la stabilité et de la continuité. Insistant sur l'intégration sous-régionale, il a souligné l'obligation pour la République du Congo de renforcer sa vocation de pays de transit en s'appuyant sur les infrastructures de base, à l'instar du corridor de développement numéro 13 dans son tronçon Gouesso-Dongo avec la frontière de la République centrafricaine. Il y a également le pont route-rail reliant Brazzaville à Kinshasa, dont les travaux débuteront au cours de ces quinquennats. Le chemin de fer Congo-Océan et bien d'autres. Denis Sassou Nguesso a ensuite réaffirmé son engagement à œuvrer en faveur de la paix dans un monde en pleine ébullition. Et voilà, ça n'est fini pour ce soir. Un journal exceptionnel coordonné par Kodano Makusu. Réalisation, Héritier Moutombo. Prise de vie, Presse Gorge. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à partir des 15h et 19h pour la grande édition d'information. D'ici là, portez-vous bien et ne nous quittez pas. L'actualité reste en continu sur nos plateformes numériques. Bossolo Info.cd.